juillet, c'est bien ça. Lire Marco Polo au Moyen-Âge, traduction, diffusion et réception du dévisement du monde en 2015. Voilà. Et la thèse avait reçu aussi un prix. Donc, on va écouter avec beaucoup d'attention. Donc en 1824, on fait un saut par rapport à la communication précédente. En 1824, la jeune Société de géographie, qui est fondée à Paris en 1821, lance la publication d'une nouvelle collection intitulée Recueil de voyages et de mémoires. Et le premier volume, publié dans cette collection, donne l'édition du récit de Marco Polo en français et en latin. Si on laisse de côté le travail philologique fait par Ramusio, comme vient de nous présenter Fiona Lejaune, il s'agit de la plus ancienne des éditions modernes ou critiques du devisement du monde, quelques années avant celle de Baldelli-Boni et plusieurs décennies avant celle de Potier, deux entreprises dont parlera notamment Aloïse Andréos tout à l'heure. Les termes d'édition moderne et d'édition critique sont bien entendu à prendre avec des guillemets, mais comme on va le voir, il s'agit d'éditions reposant directement sur les manuscrits et non des réimpressions ou des traductions d'éditions plus anciennes, comme on en trouve jusque-là, justement, entre Ramusio et cette édition-là. On se contente en fait de reproduire ou de traduire les éditions qui existent déjà. Pourquoi la Société de géographie a-t-elle choisi ce texte, alors qu'elle aurait pu prendre un récit de voyage plus récent, voire confier ce premier volume à un explorateur de son temps? Depuis Marco Polo, en effet, les Européens ont acquis d'autres informations sur l'Orient, notamment grâce aux Jésuites, comme on l'a vu hier, et au début du XIXe siècle, ce récit pouvait paraître complètement dépassé, en particulier pour des géographes. Le choix de ce texte doit donc être interrogé. Par ailleurs, il convient de voir comment le travail a été accompli, comment les manuscrits ont été sélectionnés, quels choix éditoriaux ont été faits. Outre le volume publié, qui dispose d'une préface, nous disposons de plusieurs documents provenant des archives de la Société de géographie, aujourd'hui conservés au département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, qui nous permettent de mieux cerner ce projet. Donc, on va commencer par présenter donc, cette Société de géographie, qui est donc fondée à Paris le 15 décembre 1821 par 217 personnalités. C'est la plus ancienne société de géographie du monde, raison pour laquelle elle ne s'appelle pas Société de géographie de Paris, mais Société de géographie tout court, s'il n'y en avait pas d'autres à l'époque. Parmi les membres fondateurs, on trouve des savants, dont des participants à l'expédition napoléonienne en Égypte, qui a sans doute joué un rôle dans l'idée de la création de cette société, mais aussi des scientifiques, comme par exemple Pierre-Simon de Laplace, mathématicien, physicien et astronome, premier président de la société. En 1824, au moment où paraît le volume sur Marco Polo, le président de la société est François-René de Chateaubriand, que vous connaissez sans doute tous, qui est connu notamment pour ses romans, mais qui fut aussi un grand voyageur lui-même. Le but de la société est d'encourager le développement des études géographiques et de faire progresser la science dans ce domaine. Cela passe aussi bien par des études dites de cabinet que des études de terrain. C'est ce qu'on trouve dans les statuts et les premiers textes de la société. Eux-mêmes parlent d'études de cabinet. Donc pour les études de terrain, la société finance des expéditions de découverte. Ainsi, dès 1825, elle encourage un voyage à Tombouctou, pour lequel elle remet en 1830 un prix de 10 000 francs à René Caillé. Et donc, en 1824, sa société publie le récit de Marco Polo. Le volume s'ouvre par un avant-propos de Conrad Maltebrun, alors premier secrétaire général de la Société de géographie qu'il a contribué à fonder en 1821, et auteur notamment d'un précis de géographie universelle. Il commence par présenter la collection et les travaux qu'elle entend publier, en appelant d'éventuels auteurs à soumettre leurs manuscrits, avant de justifier le choix du récit de Marco Polo comme première publication. Pour lui, cet ouvrage mérite d'être publié au titre de l'histoire de la géographie,
mais doit être aussi, je cite, accompagné d'éclaircissements, de commentaires et d'autres accessoires critiques et bibliographiques. Cette publication lui paraît donc justifiée d'un point de vue géographique, mais il a conscience également de l'écart de temps qui sépare son époque de celle de Marco Polo, et donc des difficultés qui pourraient apparaître à la lecture de son livre. Après l'avant-propos vient l'introduction qui est seulement signée Roux. Il s'agit en fait de Jean-Baptiste Gaspard Roux de Rochelle, né à Lons-le-Saunier dans le Jura en 1762. Il a mené une carrière de diplomate. En 1842, il est nommé premier vice-président de la Société de géographie. Ses publications paraissent très éclectiques. Il a publié notamment un ouvrage sur les Jeux olympiques, on peut en parler cette année justement, donc publié en 1816, un autre sur les États-Unis d'Amérique publié en 1837, un poème sur Fernand Cortés en 1838. En 1845, il publie aussi des poèmes et mélanges littéraires, donc des poèmes de lui-même. Et en 1847, une histoire d'Italie. Il y a encore d'autres choses. Bon, quelques exemples pour vous montrer la diversité de ces publications. Il n'est donc ni spécialiste de littérature médiévale, ni même de l'Orient. On ne sait pas s'il fut personnellement à l'origine de ce projet de publication et si c'est lui qui a proposé le texte de Marco Polo. En tout cas, il a mené ce projet à son terme et il l'a présenté à plusieurs reprises avant son achèvement devant les membres de la Société de géographie. Lors de la séance du 22 mars 1822, il prononce une communication intitulée « Discours sur l'état de la géographie dans le Moyen-Âge ». Et à l'intérieur de ce discours, il fait en particulier un résumé de l'itinéraire suivi par Marco Polo à travers l'Asie, avant de souligner ses apports. En 1823, il produit un rapport sur la publication des voyages de Marco Polo. Donc, c'est un rapport sur l'avancement des travaux de cette publication, qui sera, là vous l'avez sous forme manuscrit, ça sera ensuite publié dans le bulletin de la Société de géographie. En fait, ce rapport se retrouve presque intégralement dans l'introduction du volume des recueils de voyages et mémoires. Il a également écrit un rapport sur l'orthographe à utiliser pour l'édition de la relation de voyage de Marco Polo, rapport qui lui est resté manuscrit. Quelles que soient ses responsabilités réelles dans le projet et son accomplissement, Roux de Rochelle semble bien en avoir été au moins le promoteur. Toutefois, ce projet n'a pas fait l'unanimité au sein de la Société de géographie, comme le montre une lettre de février 1823, malheureusement anonyme, adressée au président de la Société. Cette lettre évoque d'abord un projet concurrent à celui de la publication du récit de Marco Polo, celui de la publication d'une carte manuscrite médiévale, sur laquelle la lettre ne nous donne pas plus de détails, donc il est par conséquent difficile d'identifier la carte en question. L'auteur anonyme de la lettre rejette finalement les deux projets, aussi bien celui de Marco Polo que la carte médiévale, en se demandant à quoi il pourrait correspondre au but que la société s'est assigné, c'est à savoir, je cite, de concourir au progrès de la géographie. Et ce passage est souligné dans la lettre. En ce qui concerne le récit de Marco Polo, il met en avant que le texte a déjà été publié à plusieurs reprises, qu'il serait peu utile au progrès de la science, raison pour laquelle peu de personnes l'achèteraient, y compris les membres de la société, à moins que le volume ne leur soit offert gratis. L'auteur de la lettre propose donc de réserver les ressources financières de la société à la subvention d'un voyage de découverte d'un pays encore inconnu. Et comme on l'a vu, c'est ce que la société va faire à peine un peu plus tard avec le voyage à Tombouctou. En attendant, finalement, c'est quand même le projet de Marco Polo qui l'a emporté. On a donc deux versions du texte qui sont publiées dans ce volume, une en français, une en latin. Les codes des manuscrits consultés ne sont pas indiqués dans l'introduction, ni en apparat, et il faut se reporter au tableau des variantes des noms de lieux et de personnes donnés en annexe pour avoir les codes de ces 10 manuscrits, accompagnés de l'édition de Ramusio. On retrouve encore toujours
Ramusio qui fait autorité pendant très très longtemps. Tous les manuscrits, sauf un, appartiennent à la Bibliothèque nationale de France, à leur bibliothèque royale. Donc je vous ai mis ici le premier numéro, c'est la cote telle qu'elle apparaît dans ce tableau des variantes, et donc je vous ai mis la cote actuelle. Donc tous appartiennent à la Bibliothèque nationale, sauf le Codex Walkenauer, donc qui lui appartenait donc au baron Charles Athanas Walkenauer, qui était membre de la Société de géographie, manuscrit qui est arrivé maintenant à la British Library. On voit, je vous ai mis aussi à quelle version appartiennent ces différents manuscrits, et là on voit rapidement le problème que pose le choix de ces différents manuscrits, tant pour le français que pour le latin, parce qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes versions. En réalité, l'édition du texte français repose essentiellement sur le manuscrit français 1116, donc celui en franco-italien, dont Roux de Rochelle explique dans son introduction qu'il a été choisi en raison de sa plus grande étendue. C'est-à-dire qu'il comporte des chapitres qu'on ne retrouve pas dans les autres versions, qu'on ne retrouve pas en particulier dans les autres manuscrits français qui appartiennent à une autre version, la version française dite franco-française ou FR. Non seulement cette étendue plus grande lui paraît synonyme d'authenticité, mais aussi, je cite, « elle doit être considérée comme la plus instructive et le monde savant est intéressé à la connaître. Ce qui compte donc pour lui, ce n'est pas seulement l'authenticité du texte, mais aussi et surtout la quantité d'informations qu'il apporte. » N'oublions pas qu'il s'adresse à des géographes, donc ce qui les intéresse, c'est les informations géographiques contenues dans le texte, et plus il y en a, mieux c'est. Roux de Rochelle dit avoir comparé le texte avec d'autres manuscrits, donc ceux qui apparaissent ici, mais aussi avec plusieurs éditions, celle de Ramusio, qui figure dans le tableau des variantes, la traduction espagnole, c'est-à-dire castillane, imprimée à Saragosse en 1601, la traduction française de 1556, dont on a entendu parler hier, le texte repris par la collection de voyages publiée par Bergeron en 1735 et la traduction anglaise de Marsden de 1818. En réalité, il est difficile de voir à quel point les autres manuscrits et les éditions mentionnées ont été utilisés, car en dehors du tableau des variantes qu'on vient de voir et qui concerne seulement les noms propres, il n'y a pas d'apparat critique ni de notes de bas de page. Donc il faudrait vraiment suivre le texte mot à mot pour voir à quel point il s'en est tenu au manuscrit français 1116 ou bien il a inséré des variantes provenant d'autres manuscrits. Dans son introduction, Roux de Rochelle pose la question de la langue originale d'écriture du devisement du monde. Donc il écrit « Nous pouvons considérer ce manuscrit français, donc le manuscrit français 1116, comme une ancienne traduction de la relation originale. Quelle est donc pour lui cette version originale ? Il évoque les différentes hypothèses. S'agit-il du latin, langue universelle des écrivains à son époque ? À quoi il répond par une autre question. Mais Marco Polo doit-il être considéré comme écrivain ? Il lui semble plus probable, au final, que le voyageur, élevé dans une famille de marchands, ait écrit dans sa langue, c'est-à-dire en vénitien. Néanmoins, c'est une version en français qui est éditée ici et n'a pas du tout de version en vénitien dans ce volume. On se doute bien, en fait, à regarder la liste des manuscrits utilisés, que c'est leur proximité et leur présence à la Bibliothèque nationale, enfin royale à l'époque, qui a prévalu à leur choix, au-delà de la question de la langue. Roux indique par ailleurs qu'il a respecté avec fidélité la graphie du manuscrit français. Il explique qu'il y a eu des débats au sein de la société sur le fait de respecter la graphie du manuscrit ou au contraire de la moderniser pour rendre le texte plus accessible. Et finalement, ils ont décidé de rester au plus près possible du manuscrit. Donc à cette version française est ajoutée une version latine pour, je cite, « faciliter par un moyen de plus l'intelligence de ce vieux langage ». Donc c'est l'idée qui transparaissait déjà avant que le latin finalement est
plus compréhensible pour un plus grand nombre de gens. Donc on publie aussi une version latine pour permettre de donner un accès plus facile et plus universel au texte. En réalité, c'est le manuscrit latin 3195 qui est suivi pour cette édition de la version latine. Donc vous voyez que c'est une version, enfin ils ont deux autres manuscrits latins sont cités, mais qui appartiennent à une autre version. Et en fait, là, il y a un endroit dans le manuscrit où il y a une lacune importante qui est causée par une déchirure dans le parchemin. Et pour combler cette lacune, là, ils ont utilisé le manuscrit latin 6244A. Donc, ils ont mélangé en fait deux versions pour cette édition. À la fin de son introduction, vraiment à la fin, Roux de Rochelle reconnaît ne pas avoir accompli lui-même l'édition des deux textes, faute de compétences, mais avoir fait appel, je cite, à l'estimable éditeur d'un ancien manuscrit du roman de la Rose. Et tout estimable soit-il, cet éditeur n'est cependant pas nommé, mais on peut comprendre qu'il s'agit de Dominique Martin Méon, alors conservateur adjoint des manuscrits à la Bibliothèque royale et effectivement éditeur d'un roman de la Rose en 1813. On lui doit aussi l'édition d'autres textes médiévaux, dont le roman de Renard ou un recueil de fabliaux. Le volume est donc publié en 1824 à Paris par l'imprimerie d'Évra et tiré à 500 exemplaires. Son prix a été fixé à 15 francs de l'époque et les membres de la société pouvaient l'acquérir à moitié prix, comme l'indique une lettre du 25 mars 1825 d'un des membres, le chevalier Brice, qui s'adresse au président de la société pour demander que l'ouvrage soit accordé gratuitement aux membres de la société, étant donné qu'ils doivent déjà s'acquitter de la somme de 36 francs annuels pour leur adhésion. On ne sait si sa requête a été entendue. Alors, quelle est l'image qui se dégage de Marco Polo de cette publication et comment la société envisageait ce texte dans cette collection. Dès la première page de son introduction, Roux de Rochelle présente Marco Polo comme celui qui a précédé dans la carrière tous les voyageurs. Et il conclut son introduction par ces mots pleins d'emphase. Il fallait dans cette vaste carrière poser une première borne. Elle s'élève au milieu du XIIIe siècle. La terre découvrait alors sa surface. Marco Polo parut, et le génie des voyages prit avec lui un nouvel essor. Nous commençons par son ouvrage, la série de nos publications. La géographie lui devait cet hommage. C'est donc en tant que précurseur que Marco Polo se voit choisi pour cette publication. Précurseur des voyageurs, mais aussi d'une certaine façon précurseur des géographes. Roux justifie également la publication par le renouveau d'un intérêt pour l'Orient à son époque. Je cite, « L'intérêt qui fit alors accueillir les relations de Marco Polo ne semble-t-il pas se ranimer aujourd'hui ? Les regards des savants se tournent vers les pays que ce voyageur a parcourus. Et jamais les langues de l'Orient, ses hautes antiquités, ses usages, ses religions, son histoire, ne furent étudiés avec plus d'ardeur. » Donc Marco Polo apparaît comme le premier des voyageurs, mais le portrait qu'en dresse Roux de Rochelle, c'est aussi celui d'un marchand. Et il insiste sur le caractère commercial du voyage de Marco Polo dans son introduction. Je cite, « Marco Polo, prenant soin d'examiner dans chaque contrée les animaux, les plantes, les autres productions qui lui étaient propres, s'attacha surtout à celles qui, par leur valeur ou leur utilité, pouvaient être un objet de commerce. En parcourant les relations de Marco Polo, on reconnaît surtout qu'il appartient à un pays commerçant et maritime. » En conclusion, je voudrais poser une question qui est en fait une question que je me suis posée moi en préparant cette communication et en particulier en examinant cette publication faite par la Société de géographie. Est-ce que cette publication
avait un sens colonial à cette époque-là, et qu'il s'agissait, comme on le voit dans d'autres entreprises de publication des récits de voyages médiévaux par la suite, est-ce qu'il s'agissait en fait de connaître des pays que la France pourrait envisager de coloniser? En fait, non. Apparemment, non. Comme l'a montré Dominique Lejeune, qui a travaillé, qui a fait une histoire de cette société de géographie, cette société n'est à l'époque pas colonialiste. Son intérêt est purement géographique, et l'objectif de la publication, c'est la connaissance de l'Orient tel qu'il était au temps de Marco Polo. Et d'ailleurs, Roux de Rochelle exprime bien dans son introduction la conscience qu'il y a des modifications possibles de la géographie des pays visités par Marco Polo au cours de l'histoire. Et c'est d'ailleurs pour cela que, bien que géographe, il met en valeur les chapitres à contenu historique du voyageur. Pour lui, le récit des conquêtes mongoles permet de comprendre comment des événements historiques, la succession des différents pouvoirs par exemple, ont pu influer sur la géographie d'une partie du monde. Donc il fait un lien entre histoire et géographie, et c'est vraiment ce caractère géographique du texte qui intéresse à cette époque-là la société de géographie. Il y aura des publications à caractère colonialiste, mais bien plus tard, plus avant dans le 19e siècle.